Bonjour ou bonsoir, bienvenue sur TV5 Monde et dans le magazine de l'art de vivre et de l'excellence NEC Plus Ultra. L'art, la mode, le syndicat national des antiquaires vont vous faire entrer dans le monde secret de la perfection. La perfection d'un objet ne serait rien sans cette dimension humaine que nous aimons tant vous faire partager, sommaire. Dans le monde très masculin de la sculpture, rencontre avec une femme grandeur nature, Nathalie de Coster. Des meubles et des objets qui ont des papiers, décryptage. Les petites mains d'une grande maison, une certaine vision de l'homme. C'est avec l'artiste française Nathalie de Coster que débute ce programme. Elle parcourt le monde avec ses sculptures et émerveille son public avec les messages qu'elle délivre. Rencontre avec une sacrée bonne femme que nous, on adore. Nathalie de Coster expose ses œuvres dans les grandes villes du monde entier. Peut-être avez-vous déjà croisé son personnage messager à Londres, à Venise, au Brésil ou sur les Champs-Élysées. Cette fois-ci, c'est à Hong Kong, dans le quartier central, qu'elle pose ses sculptures monumentales. Au monde des affaires, où le temps c'est de l'argent, l'artiste oppose un monde à faire où l'argent n'a pas de prix. Un art brut qui nous sort de l'abrutissement d'un monde au rythme ahurissant. Dans cette cité tentaculaire, une lionne à la patte de velours nous apprend à dompter le cercle infernal. Là, je suis un peu contente de remettre les pieds dans mon atelier. Et j'ai passé 4 mois et demi entre Hong Kong, Macao, où j'ai fait des installations un peu lourdes, pour le moindre, avec 9 sculptures monumentales dans le quartier central de Macao, dans un endroit très concentré entre le Mandarin et la fameuse Tour Peille, où j'ai voulu installer toutes mes sculptures dans des bassins. Il y a des tas de petits bassins qui sont dispersés dans ce périmètre. J'ai voulu investir tous ces bassins parce que pour moi, l'eau est quelque chose de très apaisant. Air du temps, c'est le nom d'une de ces sculptures dont la silhouette aérienne vole et symbolise la liberté face à l'architecture futuriste de la Bank of China Tower construite par Pei. Me voilà partie pour démonter toutes les sculptures, remonter tout ça dans la ville de Macao, donc juste de l'autre côté de la mer, et installer toutes les sculptures qui étaient en dépôt dans le musée d'art moderne de Macao. Les sculptures monumentales de Hong Kong n'auront qu'à traverser la célèbre rivière de Perles pour rejoindre l'exposition monographique de l'artiste à Macao. J'ai besoin aussi d'avoir un échange avec les gens avec qui je fais des projets, d'avoir un échange spirituel, d'avoir un échange intellectuel, de partager un projet. Et quand on a une interface entre les deux, on perd tout ça. Et moi, je travaille sur la condition humaine. Donc, pour moi, c'est un élément essentiel. Elle révèle une condition humaine dont elle n'a rien à envier à Malraux. Les angoisses de l'homme moderne sont exprimées avec un humour salutaire et le cercle vicieux du temps devient vertueux à son contact. Victime ou maître du temps, là est la question. Dans son atelier d'Argenteuil, avec l'enthousiasme d'une guerrière, elle modèle ses figures qu'elle donne à fondre en Auvergne. J'ai évolué sur différents aspects. D'ailleurs, ça faisait très très longtemps que je voulais travailler sur l'inox, qui est un matériau qui est très difficile à travailler, qui est très compliqué. Il faut trouver des collaborateurs spécialistes. C'est vraiment un matériau compliqué à travailler et très onéreux par ailleurs. Lorsque je suis allée faire ma monographie au musée de la sculpture à Sao Paulo et qu'ArcelorMittal s'est proposé d'être mon partenaire, j'ai pu avoir les moyens de travailler et en plus dans des dimensions spectaculaires parce que j'ai pu faire cette sculpture de 6 mètres de haut en 3 modules tout en inox. J'ai pu fondre des sculptures en inox parce qu'au Brésil c'est possible, j'ai pas trouvé en France, de fondre des personnages en inox dans des fonderies d'art. En tout cas, j'ai un assistant là-bas qui s'occupe de ça et qui a pu me faire ça. Et donc ça m'a permis de mettre enfin ce rêve à exécution. Les figures géométriques qui accompagnent ces silhouettes symbolisent à la fois la liberté et l'enfermement. Pour que le temps ne se joue pas de nous, il faut savoir en jouer sans chercher à trouver la quadrature du cercle. J'ai introduit le rouge parce que pour moi le rouge c'est la couleur du sang et de la vie. Et pour moi c'est très important.
Elle expose ses sculptures monumentales jusqu'à la fin du mois d'octobre dans sa ville natale Neuilly. Et de temps en temps, il est bon de poser le chalumeau. La pause, elle est faite justement pour un peu décrocher sur ce que j'ai fait aujourd'hui, décrocher aussi du rythme d'expo que j'ai eu depuis un certain nombre d'années, qui est quand même qui occupe l'esprit. Et il y a un moment où j'ai un peu envie de me retrouver dans mon atelier à réfléchir. Donc j'ai besoin de me renourrir. Et puis parfois il faut se remettre en question. Et ça passe par des périodes de vide. Alors ça fait peur. Il faut le faire. Donc c'est vous, ce personnage qui est dans ce rond et tout seul? Oui, c'est moi. C'est moi, mais c'est vous aussi. Son monde est à son image, réjouissant, émouvant, puissant. L'ivoire, l'écaille de tortue, le corail et bien d'autres espèces protégées ont donné lieu en 1973 à une réglementation. C'est très compliqué, ardu et bien malin qui s'y retrouve. Aussi, pour vous aider, nous avons rencontré un antiquaire pour en savoir plus. Il fut un temps où l'on pouvait travailler toutes les matières sans restriction jusqu'à ce jour de 1973 à Washington, où un comité d'experts légiféra la circulation et la production de certaines matières menacées d'extinction. Cet objet est très intéressant, donc il a été exécuté, il a été fabriqué dans une petite ville d'Italie, de Sicile, qui s'appelle Trapani. Et Trapani, avec Naples, était spécialisé sur le travail du corail. Et ce corail-là, dont le nom latin j'ai oublié, le nom scientifique, il n'est pas soumis à autorisation. Donc ces objets, tous les objets qui étaient fabriqués à Trapani, donc, dont le corail était pêché en mer Méditerranée, tous les objets exécutés à Trapani ne sont pas soumis à un CITES. Sacrifiés à la juste cause de la conservation de la biodiversité, certains objets, certains métiers ont totalement disparu. 34 000 espèces animales et végétales sont concernées et quelques-unes de ces matières précieuses se trouvent sur les meubles chez les antiquaires. C'est une convention qui a été signée en 1973 par la plupart des pays du monde entier, qui est en soi, c'est une bonne convention, c'est normal, de protéger les espèces en voie de disparition. Bon, les plus emblématiques, c'est l'ivoire de l'éléphant, c'est l'écaille des tortues, les tortues marines, donc ça c'est bien. Le problème, c'est que cette convention, elle s'applique aussi bien aux objets contemporains que modernes, qu'anciens. Donc pour les antiquaires, qui vendent des objets qui datent du 16e, 17e, 18e, 19e, c'est un véritable problème parce qu'on nous demande de produire une pièce sur un meuble qui date de 1700, c'est-à-dire bien avant la Convention de Washington de 1973, et on régule le commerce de ce type de meubles. Des matières et des savoir-faire d'autant plus précieux que leur reproduction est impossible aujourd'hui. Chiner de l'ivoire, de l'écaille, de tortue avec la sensation intense de griller un feu rouge, une aubaine pour les antiquaires à condition d'avoir les papiers. Alors ici, vous avez un bureau qui a été exécuté par André-Charles Boulle vers 1700. Donc bien avant la Convention de Washington de 1973. Donc André-Charles Boulle avait mis au point une marqueterie qui combinait écailles de tortue avec du cuivre, ce qu'on appelait à l'époque du cuivre, et qui en réalité qui est du laiton. Donc ici, si vous regardez, tout ce que vous avez en rouge, c'est de l'écaille de tortue. Et tout ce que vous avez en jaune, c'est du laiton. Le problème de la marqueterie dite Boulle, c'est qu'elle se décolle beaucoup avec le temps parce que le bois ne travaille pas de la même manière que l'écaille et l'écaille ne travaille pas non plus de la même manière que le cuivre. Donc si vous voulez, c'est trois matières différentes qui travaillent différemment. Donc les marqueteries se sont beaucoup abîmées avec le temps. Donc il faut les restaurer. L'écaille de tortue est un matériau vivant qui a la capacité de s'auto-greffer, pas besoin de colle, ni aucune trace visible de réparation. Par une alchimie extraordinaire, les morceaux s'amalgament littéralement, les écaillistes se comptent aujourd'hui en France sur les doigts d'une main. L'écaille véritable est une matière naturelle qui vient d'une des 7 races de tortues marines qu'il existe au monde. Et cette matière est protégée par la Convention de Washington. Et donc l'approvisionnement de la matière, il est néant
depuis cette époque où, quand la France a ratifié cette convention de Washington, il s'agissait de cesser les importations. On a eu la chance à cette époque d'avoir une décision française qui était à mon avis la plus intelligente qui soit, c'est-à-dire de continuer à nous laisser travailler, mais nous laisser travailler uniquement les stocks existants en France à cette époque. Donc c'est vrai que ces stocks diminuent comme peau de chagrin, hein, et puis on n'a encore pas pour l'instant d'assurance de pouvoir réimporter de la matière. Donc ça c'est un sujet extrêmement sensible pour nous. Oui. Il en est de même pour l'ivoire, cette matière dont la dureté permet une extrême finesse dans les détails sculptés par l'homme depuis la préhistoire. Cependant, cet art risque fort de disparaître pendant que les éléphants, eux, broutent paisiblement et qu'une fois morts, on enterre leur défense. La CITES a commencé à se poser des questions sur le trafic de bois, et en particulier en Amérique du Sud. Donc pour lutter contre cette déforestation massive, il y a certains bois qui commencent à être sur la liste des CITES, en particulier ce qu'on appelle le palissandre de Rio ou palissandre du Brésil, qui est un palissandre qui est très particulier. C'est celui qu'on a sur ce bois-là, qui est un palissandre qui est légèrement marron avec des veines noires très marquées. Et donc, ces meubles-là vont commencer à être soumis aux CITES, tout comme les meubles en écaille de tortue d'André Charles Boulle ou les meubles en marqueterie d'ivoire. Alors encore une fois, comme pour les meubles d'André Charles Boulle, c'est un meuble qui a été conçu vers 1800, on est vers 1880, bien avant la convention de Washington de 1973. Au rythme où va la planète et la déforestation, les CITES ont de beaux jours devant eux. À quand la réglementation sur les meubles en acajou ou en teck? Cette histoire de CITES que l'on doit demander à l'entrée ou à la sortie de chaque pays, c'est vraiment une aberration. Donc c'est vrai qu'il y a des gens qui sont un peu rebutés par le fait d'attendre ça quand c'est des meubles en ivoire ou en écaille. Donc ce qu'il faudrait, c'est quelque chose de tout simple. Il faudrait qu'on ait un CITES attaché à chaque objet. Ensuite, on a un CITES avec une photo, comme vous avez un passeport, et ce CITES, ensuite, il est valable toute la vie du meuble. Et bien que les législateurs de tous les pays vous entendent et libèrent les meubles d'une injuste clandestinité et longue vie à la biodiversité, aux objets, aux matières d'un autre temps. Autour des messieurs d'avoir leur moment d'excellence, je vous emmène dans les ateliers Lanvin, là où des tailleurs aux doigts d'or réalisent costumes, manteaux et chemises sur mesure, le nec plus ultra. Qu'y a-t-il derrière ces costumes aux coupes parfaites, ces matières qui glissent et ces doublures soyeuses? Il faut aller de l'autre côté du miroir, là où tout se passe, dans la maison des petites mains et des grands secrets de la fabrication. À l'origine, il y a la main, un fil, une aiguille et beaucoup de savoir-faire. C'est rue du Faubourg Saint-Honoré que l'élégance indémodable de Lanvin prend sa source, et tout particulièrement dans ces ateliers sur mesure pour les hommes. L'élégance des hommes n'est pas un sujet à prendre à la légère. On bénéficie d'un atelier qui date de 1926, sur lequel nous avons toute une filiation et qui permet d'avoir un véritable poids que n'ont pas d'autres ateliers, justement, par rapport à la mode. Nous avons également aussi ce plus d'appartenir à une maison de mode, qui est la plus ancienne en activité, avec justement un mélange, un melting pot général, qui tient autant du défilé avec Luca, aussi la femme avec Albert évidemment, qui nous permet d'avoir un ensemble qui répondrait à toutes les demandes. On ne répond pas uniquement à une morphologie, ça n'est pas le seul but du sur-mesure malgré l'idée reçue, c'est aussi de proposer justement à nos clients, aux personnes qui viennent nous voir, tous ces détails qu'ils ne trouvent pas dans le prêt-à-porter, sur des modèles qu'ils souhaiteraient créer. Ça leur permet d'être un peu le créateur à la place du créateur, alors que ça soit par le biais des tissus justement, donc que ça soit des vigognes, des tissus rares, des mélanges précieux, des soies, des cachemires. On propose même des chemises en coton sur des 200A, donc une qualité extrêmement fine, relevée d'un fil d'or. Si on va toujours dans les pierres précieuses, d'autres maisons proposent donc une version diamant, Super 150, soie et diamant. En fait, finalement, pour un costume, il s'agit surtout d'écouter le client et de comprendre l'utilisation qu'il veut en avoir, la façon dont il se perçoit aussi, pour essayer de répondre au mieux à sa demande. On a cette chance extrême de travailler dans un domaine qui est au-delà du commercial. Et au-delà du commercial, il y a ce savoir-faire plus que centenaire que les maîtres tailleurs de la maison perpétuent.
On prend les mesures et avec ces mesures-là, on passe une toile pour qu'on puisse regarder bien les aplomb, les largeurs et de faire au plus ou moins ce qu'il faut pour le client. Et après, on coupe le vrai tissu. C'est une toile en laine qu'on met et puis il y a du crin qu'on appelle du crin de cheval. Ça aide à donner une certaine silhouette, voilà, puisqu'il y a plusieurs façons de la découpe de cette toile. Et c'est le millimètre qui fait faire une certaine ligne qu'un costume il a une gueule, quoi, une personne, voilà. Avec la coupe et la silhouette, on peut donner au moins 10 kilos de moins. À bon entendeur, salut, il n'y a pas de demi-mesure pour le sur-mesure, c'est le petit plus qui fait une très grande différence. On fait beaucoup d'unis, de voiles. On est réputé pour ça. On travaille avec un fabricant de voiles qui travaille avec des petits métiers à tisser en petite largeur. Et ce qui permet d'avoir une qualité de tissu qu'on n'a pas forcément en grande largeur, ce qui est le cas de toute l'industrie aujourd'hui. Le col, c'est la pièce maîtresse de la chemise, celle qui demande le plus de précision, de technicité. C'est ce qui va faire la différence souvent avec les finitions et bien sûr la coupe qui est essentielle. Vous avez quelques cols de base, mais après chaque client a son col. On peut tout modifier, que ce soit la hauteur de vent, la hauteur d'eau, la rigidité, la souplesse, la longueur de pointe, les écartements, les baleines incorporées ou amovibles. Enfin, c'est très vaste. Chaque commande est dans une boîte avec du papier de soie. Le client ne doit pas batailler avec les épingles ou les emballages. Il ne faudrait pas que nos beaux au bois dormant se piquent les doigts. On est là vraiment pour un service et pour la beauté du vêtement, de la couture. J'aime bien reprendre les mots d'Albert Elbaz quand il dit voilà, nous, ce que nous cherchons à faire, enfin, ce qu'Albert cherche à faire, et je le reprends pour le sur-mesure, c'est rendre les gens heureux et plus beaux. Donc on cherche tous ces petits détails qui nous permettent d'obtenir ce résultat. Un costume sur mesure plutôt qu'une thérapie et une chirurgie esthétique, c'est fou ce que le sur-mesure peut faire pour vous. Le sur-mesure, quand on l'a essayé, on ne peut plus s'en passer. Merci de nous avoir suivis. Merci au déjà célèbre Monsieur Bleu de nous avoir accueillis. Je vous retrouve la semaine prochaine, toujours sur TV5 Monde ou sur notre page Facebook, où vous pouvez revoir pendant 3 mois notre émission. En attendant, voici notre coup de cœur, puisque le luxe, la Nec Plus Ultra, est avant tout une histoire de cœur. Au revoir. La 5e édition du Salon du Bourget a rencontré cette année encore un vrai succès à la hauteur des avions présentés, notamment chez notre Dassault National. Point d'aéroplane pour cet aéropage. Le Rafale et le Neuron, à l'état expérimental de démonstrateurs, ont été littéralement pris d'assaut. Le premier salon aéronautique du monde fête cette année un anniversaire, celui du célèbre Falcon. Le 4 mai 1963 à 17h15, l'avion piloté par René Bigan décolle pour son premier vol. Une commande de 120 appareil est confirmé quelques jours plus tard. Aujourd'hui, le Falcon a déjà 50 ans. La famille Falcon, c'est plus que 2250 avions qui ont transporté des chefs d'État, des entrepreneurs, des cadres d'entreprise de 80 pays avec une sécurité et un confort inégalés. On adore. Bienvenue à bord du Rafale, cet avion de chasse contrôlé par des commandes de vol électriques qui lui permet d'effectuer des figures impossibles à la plupart des avions concurrents. La démonstration de vol d'une des grandes vedettes de ce salon est pour le moins renversante. Cet avion, au cœur d'une négociation à rebondissement entre la France et l'Inde, faisait déjà très belle figure. Le nez dans les nuages, regarder voler ces avions est un spectacle extraordinaire qui fait tourner la tête. Et puis nous avons admiré le Neuron, plus soucoupe volante que drone de combat. Il fait planer une atmosphère de science-fiction sur ce salon du Bourget. Toute l'équipe autour de Serge Dassault est réunie pour présenter sa technologie futuriste. Une journée qui nous a donné des ailes.